Les mains dans la pop. Ok. Les mains dans la pop. C'est les mains, C'est ma nouvelle obsession. mais dans la pop. Bonjour et bienvenue dans Les mains dans la pop. Ici Mao Drama. En face, il y a l'incroyable Audrey. Et entre nous deux, il y a l'immensime, génialissime. Bon, beaucoup de trucs en hymne. Kumbis. J'espère que vous allez bien, les amours. Oui, non. En fait, je dirais 5 sur 10 parce que je respire et que mon fils est vivant, mais le reste, au non. micro. Franchement, j'alterne entre grosse colère et envie de juste me mettre en position fétale dans mon lit. Heureuse que tu sois là. Et entre tout ça, en tout cas, on va pour ce 24e épisode parler d'actu, de tendances, de décryptage de la pop culture, mais aussi gloire et déboire des célébrités qu'on aime et qu'on déteste en secret. Chut, oulala. En tout cas, vous pouvez lâcher les réseaux, on scrolle pour vous. Alors aujourd'hui, la clique est au complet. C'est la dernière fois avant la fin de cette saison, puisque ensuite je vais partir au Festival d'Avignon. Alors certes, mais vous allez reprendre les rênes comme des reines. Oh, c'est le même mot, c'est incroyable comme quoi une lettre près. Pour ce 24e épisode, on va parler en pagaille de Redcar, de Lana Del Rey, mais aussi évidemment du drame social qui nous saisit tous et toutes, la mort de Naël. Et pour le sujet du jour, c'est un sujet qui découle de ce fait social. On va s'intéresser à une réaction de Macron et d'une partie de la classe politique qui accuse, entre autres choses, les jeux vidéo de créer une violence chez les jeunes. Les jeux vidéo qui sont un vaste terrain d'imagination, de stratégie, d'amitié, aussi parfois de dérives, par exemple viriles ou sexualisantes. En tout cas, c'est le thème de la semaine. Mais avant ça, on va parler d'actu un petit peu chaude, un petit peu tiède. On va remettre des lauriers aux gagnants, gagnantes, aux perdants, aux perdantes de la semaine. Win ou lose, telle est la question. Quel loser. C'est ma nouvelle. Elle, je l'aime trop. icône. Le gagnant ou le perdant de la semaine. Roulement de tambour. Mao, dis-nous tout. Je te laisse commencer. Parle-nous d'un winner, d'un loser, je ne sais pas. C'est plutôt être un winner qui a été cache pistache nature peinture comme on aime bien sur les réseaux. C'est l'artiste Redcar qui s'appelle aussi ou anciennement, c'est un peu flou pour moi donc je ne veux pas m'avancer, Christine and the Queen, qui a fait une vidéo face cam sur les réseaux sociaux en larmes, une vidéo qui était honnêtement très émouvante où il se montre très vulnérable. Oui, je l'ai vu aussi. Pour exprimer le fait qu'il est blessé face au fait qu'on continue à le mégenrer. Je le cite en partie. Il a l'impression que c'est une certaine paresse, un certain mépris pour son travail récent de continuer à l'appeler elle, parce que c'est vrai qu'on peut pas dire que son coming out trans était inaperçu. Ça a souvent fait les gros titres. Après, aussi souvent, je trouve... pour être pas cool avec lui ou se foutre de sa gueule. Mais en tout cas, c'est quelque chose que l'on sait. Donc, le mégenrer paraît être en grande partie, en tout cas, une décision genre je vais pas te donner ça alors que tu me le demandes. À un moment, il continue en disant même l'homme que j'aimais m'a dit que c'était difficile de gérer ma situation et il est en mode genre quelle situation, trouver ma vérité. Il rappelle qu'il ne s'est jamais senti femme, qu'il en a parlé dès les chansons de son premier album et il dénonce quelque chose de très intéressant et qu'on voit beaucoup entre un monde transmédiatique et transphobe. Donc un monde qui met en avant des figures trans où la question trans pour faire vendre avec des gros titres sensationnalistes tout en ne leur donnant jamais la parole ou jamais sur leur fond. Là par exemple son fond à lui artistique et politique et j'ai vu quelqu'un qui réagissait en disant genre oh là là trop marre de ces queers qui se victimisent et lui il répond je me victimise pas, juste je parle avec honnêteté, vulnérabilité de ma réalité quoi. Et il termine en disant allez vous faire foutre, ce que j'ai trouvé écoutez une bonne chose hein. Du coup je me dis je nous conseille à tous et à toutes deux choses, écoutez sa musique pour parler de ça plutôt que de parler de ses enjeux personnels. Et du coup, je pense qu'on peut envisager de reprendre ce mantra lorsqu'on est face à quelqu'un qui nous énerve un petit peu trop. Voilà. Avec grand plaisir. Là-dessus, peut-être que Audrey, tu veux dire à quelqu'un d'aller se faire foutre ? Oui, à la France et à GoFundMe. Très bien. Ça fait beaucoup de monde. Voilà. Alors, mon loser de la semaine, c'est la France et GoFundMe. Alors, je sais pas trop par où commencer. Je vous avoue que cette semaine, ça a été compliqué pour beaucoup de gens aussi. Ça vous aura pas échappé. On est dans un pays où, si tu tues un ado arabe, t'es récompensé d'1 million d'euros. C'est vraiment... Moi, je suis choquée. Moi aussi. Parce que ça dit que l'opinion publique
elle a été perdue par nous, en vrai, par les gens. C'est même plus que l'opinion publique, parce que, j'en parlerai tout à l'heure, mais je trouve que ça envoie vraiment un signal effrayant. Pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi, ça m'étonnerait, mais je fais quand même un petit résumé. Suite à l'exécution de Nahel, une cagnotte a été lancée sur GoFundMe, donc une plateforme qui permet de créer des cagnottes en soutien à la famille du policier de Nanterre, et celle-ci a récolté plus d'1 million d'euros en moins d'une semaine pour soutenir les coûts légaux du policier. Il y en a qui ont de l'argent, il y en a qui ont de la thune. C'est autant que Notre-Dame de Paris, ça. Ouais. Et le policier est actuellement en garde à vue et il est accusé d'homicide volontaire après que des vidéos soient venues contredire la première version des faits où il parlait de légitime défense. Or, dans la vidéo, on voit très bien que le policier est placé sur le côté du véhicule, il tient l'ado en joue et il le menace avant de tirer. Enfin bref. La campagne de financement, elle a été montée et largement financée par l'extrême droite, et donc ça veut tout dire et c'est très effrayant. Il y a eu des dons, j'ai regardé un petit peu les dons, il y a des dons jusqu'à 3 000 euros. Ils ont des thunes, encore une fois, alors que celle qui a été montée pour la famille de Nahel atteint à peine les 200 000 euros. Sur Instagram, il y a plein de réactions. J'ai pas pu tout compiler parce que, justement, j'ai un peu coupé parce que c'est un peu too much. Il y a la journaliste Nesrine Slaoui et le compte Préparez-vous pour la bagarre qui interpellent la plateforme GoFundMe et qui disent « Vous avez déjà banni ce genre d'initiative comme pour Kyle Rittenhouse. Pour rappel, c'était un jeune homme américain qui avait abattu 3 hommes lors des émeutes de Kenosha. En disant que vous interdisiez la levée de fonds pour les frais de justice liés à un crime violent. Donc on vous demande maintenant de faire pareil pour le tueur de Nahel. Voilà, on verra quelle est la réponse de GoFundMe. En tout cas, la cagnotte est toujours d'actualité. Mais vous pensez qu'ils vont la... Justement, je vais expliquer pourquoi. Ah, ok, d'accord. Parce que justement, je me disais, mais comment c'est possible qu'une telle cagnotte existe alors que la plupart des plateformes disent justement c'est interdit, tu vois. Et tous les gens du soulèvement de la terre, des trucs comme ça, ils peuvent pas faire de cagnotte, ils m'ont dit que c'est... Voilà, on peut pas faire de cagnotte pour ces frais de justice. C'est la même adresse. Mais il y a l'influenceuse Crégy Sally qui a fait une très bonne vidéo qui explique tout ça et qui dit que non, la cagnotte, elle sera pas annulée. Je vous explique pourquoi. Il y avait une cagnotte, je sais pas si vous vous rappelez, qui a été faite pour le boxeur gilet jaune qui avait frappé des policiers sur Litchi, et elle avait été annulée. Et Marlène Schiappa avait dit les gens sont complices de violence quand il se passe ça. Là, tout le monde avait fait un tollé pour que ce soit annulé, ça avait été annulé. Et Litchi avait déclaré qu'il était illégal d'indemniser les amendes. Mais là, il s'agit de la plateforme GoFundMe qui est américaine et donc qui est plus libre que Litchi. Et en fait, comme la cagnotte, elle est destinée, soi-disant, à la famille du policier, c'est et pas à lui. Pas à lui-même. Le la famille et aux enfants, en fait. Et en fait, ils disent aussi que tant que le policier n'a pas été condamné, ils peuvent pas dire que ça soutient en fait une violence, quoi. Un crime établi. Donc voilà, ça c'est les excuses de GoFundMe. En tout cas, quoi qu'il arrive, je trouve que c'est une forme d'intimidation. Ça légitimise aussi la mise à mort d'un adolescent, puisque même dans la description, c'est écrit que voilà, le policier faisait juste son travail. Donc voilà, récoltons de l'argent pour lui, pour sa famille. Et puis c'est plus qu'un soutien matériel, je trouve que c'est un soutien idéologique. Mais ça veut politique dire, surtout. Moi, je pense que la France, beaucoup de gens ont des problèmes d'argent. Donc là, franchement, je pense que c'est pas le français moyen qui a mis. Je pense que c'est vraiment des gens qui ont vraiment une idéologie derrière ça. Et c'est vraiment pour nous montrer qu'on vous aime pas et on est prêt à payer pour que vous soyez pas là, en fait. Et du coup, cette cagnotte qui a réuni plus d'1 million d'euros, on l'a appris. Donc la personne qui l'a lancée, Jean Messia, va clôturer cette cagnotte. Mais alors, ne vous réjouissez pas quand on dit clôturer, c'est-à-dire qu'elle ne va pas être supprimée. Non, il va juste la clôturer pour pouvoir récupérer l'argent. Malheureusement, j'aurais préféré qu'elle soit simplement supprimée ou interdite, mais ce sera pas le cas. Et puis il y a la famille de Nahel qui a porté plainte du coup pour escroquerie en bande organisée vis-à-vis de cette cagnotte-là. Et puis comme si ce n'était pas assez, le président, notre cher président Emmanuel Macron vient d'annoncer qu'en cas de crise, il voulait couper les réseaux sociaux. Donc voilà, tout va bien, on est en plein pays autoritaire. Pour maintenir l'ordre, voilà, il y aura peut-être plus de réseaux sociaux, les vilains réseaux sociaux, peut-être aussi il va interdire les jeux vidéo, on ne sait pas. Donc, et on pointe du doigt la Corée du Nord. Exactement. Il s'est enorgueilli que au monde, c'était la cagnotte qui avait rapporté le plus d'argent derrière celle pour les kangourous d'Australie. Super, donnez de l'argent aux kangourous d'Australie, ne donnez pas d'argent à cette cagnotte. Kumbis. Moi, c'est beaucoup plus léger et Dieu merci. Il faut des petits moments d'inspiration. Ma winneuse de la semaine est ma chérie Lana Del Rey. Aujourd'hui, on ne parle pas de son amour pour les hommes très âgés et très problématiques ou pour son manque de ponctualité en festival, parce qu'on sait que Lana Del Rey peut être et très souvent problématique et aussi qu'elle est plus ou moins
elle légitimise les relations un peu toxiques, ça on sait, les relations un peu violentes, l'amour violent. Mais qui de mieux que Lizzie Grant pour nous donner envie de tout quitter pour tenter sa chance sur une plage de Long Beach. Et je pense qu'on en a vraiment tous besoin maintenant de partir. Personne. Moi, Lana Del Rey, quand je l'écoute, j'ai envie de voyager, donc elle me donne un peu de joie. Et aujourd'hui, on lui donne un peu de love. Du coup, surtout, on admire sa capacité à vendre des tickets de concert à prix record. Donc, je sais pas si vous savez, mais le 10 juillet, elle sera à l'Olympia. Et elle a vendu ses 2000 places en 1 minute. Wow. Même pas le temps de se laver les dents. C'est incroyable. Et il y avait 400 000 fans qui ont attendu pour avoir ces places. Ça veut dire que si là, il y a 400 000 fans qui n'ont pas de place pour le 10 juillet. Donc, moi, j'ai pas fait parce que je savais que déjà, j'aime pas payer des concerts parce que je travaille dans la musique et je trouve qu'on devrait aller partout gratuitement. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ah, les trucs gratuits, on adore, oui. Et ils étaient à combien les billets? Entre 80 € et 200 €. Mais du coup, elles sont épuisées et certaines places sont revendues à 10 000 €. Mais si vous voulez pas, venez, les 400 000 personnes, là, on fait une manifestation et on chante a cappella Video Game. Mais grave, il faut des petits moments comme ça. Vous connaissez les paroles de Video Game ou pas? Là, tu voudrais qu'on chante avec toi? Non, moi je les connais pas. La prochaine fois, on chantera à Video Game. Alors voilà. Ouais. J'espère. Bon, bisous. Le sujet de la semaine. On va parler de quoi cette semaine? Vous avez des idées? Ultra cringe. On peut dire que c'est vraiment nul ou pas? Elle a osé. Le sujet du jour était pour nous incontournable. On va parler du meurtre de Nahel. J'ai envie en introduction, pour vous expliquer exactement de quoi on va parler, d'abord de poser une question à mes co-animatrices, Audrey et Combis. Audrey, d'après toi, dis-moi, à quoi sont dues les émeutes? Dis-moi une raison. Parce qu'il y en a évidemment plein. La première qui te vient en tête. Le racisme, la police. Mais d'accord. Le racisme systémique, évidemment. L'impunité de la police, l'opacité. Oui, moi je dirais les violences policières, mais aussi le fait que les banlieues sont maltraitées en fait. Absolument. Moi je dirais la maltraitance du coup. Moi aussi je l'avais noté, l'abandon de politique sociale et culturelle dans les cités. Il se dit beaucoup sur les réseaux sociaux que les cités sont noyés d'argent public. Or c'est faux, mais à tout point de vue, c'est des déserts médicaux, il n'y a pas du tout de structure. D'ailleurs, un mec a fait une chronique sur BFM. Oui, que j'ai vu. Ah ouais, très bien. Et pareil, comme c'est un gars qui est genre vraiment pas spécialement de gauche, et même lui, il en a marre, fact à fact. Il débunkait tous les idées. En fait, parce qu'on parle beaucoup, en fait, dès qu'on parle d'étrangers, tout le temps, il ramène tout à la CAF, tout ça. Il a prouvé, en fait, que non, en fait, les gens de banlieue touchent beaucoup moins d'aide que le reste de la société française, quoi. Donc, voilà. Et notamment, bref, pour plein de raisons. Mais parce que c'est des endroits où t'es moins au courant de comment tu peux faire tes démarches administratives, où t'es moins aidé, donc bref. Mais bon, ça c'est ce que nous on pense là globalement, alors qu'on n'est même pas élu, aucune de vous n'est élu. Et notre président, qui est aidé de cabinet, de sociologues, d'historiens, eh bien pour lui, la raison des émeutes, ce sont les mamans qui ne font pas rentrer leurs gosses. Ce qui pour moi est fou, parce qu'il y a beaucoup de familles monoparentales précaires où les parents restent travailler tard pour s'occuper des gosses, des riches ailleurs, pour travailler où ils peuvent pas être là tout le temps pour tenir les gamins. Si t'as pas d'activité culturelle, bah évidemment que la rue ça devient un lieu de socialisation dans lequel tu vas retrouver tes copains et tes copines. En plus, remettre la faute sur les darons, moi je trouve que c'est encore placer les femmes dans leur seul rôle maternel et les essentialiser. Et du coup, j'avais juste, je sais pas si vous avez vu passer le mème, et je me disais, quand bien même on serait dans un monde fou où on pense que les parents sont tenus responsables de ce que font leurs enfants, alors je me demande qu'ont fait les parents suivants? Où étaient Zemmour quand son fils a causé un accident en voiture sous cocaïne? Mais qu'a fait Morano pour que son fils ait été arrêté avec de la coke? Mais Pécresse a-t-elle si mal éduqué son fils au point qu'il avait de la cocaïne sur lui? Et Dupond-Moretti, mais quels parents irresponsables pour que son fils ait été placé en garde à vue pour violence conjugale? Bref, faut pas stigmatiser certains parents racisés par rapport à d'autres blancs qui ne sont pas tenus responsables des actions de leurs enfants et qui font autant, voire plus de dommages. Autre piste logique, selon le président de la République, les réseaux sociaux. TikTok, Snap seraient des lieux pour se donner rendez-vous. Bon, c'est plus ou moins vrai. Et enfin, dernier, que moi j'avais pas vu venir, tellement je trouvais que c'était une excuse un peu genre années 90, les jeux vidéo. Et oui, les émeutes, c'est à cause des jeux vidéo. Fin de l'intro, je laisse Audrey prendre le relais. Oui, c'est absurde, mais c'est la vérité, c'est vraiment ce que Macron a dit. Ce n'est pas le racisme systémique, ce ne sont pas les politiques racistes du gouvernement, ni les violences policières, l'impunité des forces de l'ordre, qui poussent les minorisés et les minorités à vouloir mettre le feu, mais c'est World of Warcraft et GTA, bien sûr. Alors, il a dit... Les plateformes et les réseaux sociaux jouent un rôle considérable dans les mouvements des derniers jours. Ensuite, il a enchaîné en disant « Nous avons vu sur plusieurs d'entre elles, Snapchat, TikTok et plusieurs autres, à la fois l'organisation de rassemblements violents se faire,
mais une forme de mimétisme de la violence, ce qui, chez les plus jeunes, conduit à une forme de sortie du réel. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Donc, comme tu le dis, on se croirait dans les années 90. Alors, n'en déplaise à Macron, il y a plusieurs études qui ont démenti cette théorie. Il y a plein d'études qui n'ont pas réussi en fait à établir un lien de causalité entre le fait de jouer à des jeux vidéo et la violence dans le monde réel. Par exemple, en 2015, il y a une étude d'un certain Christopher Ferguson qui a mis en évidence qu'il n'y avait aucune corrélation significative entre les jeux vidéo et les comportements violents. Et en fait, l'étude, elle disait que même les jeux vidéo les plus violents, ils avaient qu'une influence vraiment minime chez les enfants et les adolescents. En 2020, il y a aussi l'American Psychological Association qui a déclaré qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour étayer les affirmations d'une causalité directe. Et j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure, mais peut-être que tu veux apporter des précisions sur les jeux vidéo. Oui, parce que quand tu dis que déjà, il n'y a aucune causalité qui a été faite entre les deux, oui. Et même au contraire. Je dis pas que après j'ai voix d'évangile, je suis certaine qu'il y a des cas d'addiction super graves aux jeux vidéo et tout. Mais il y a certaines études qui montrent aussi qu'il y a des jeux vidéo qui peuvent être bénéfiques pour la santé mentale des plus jeunes. Donc là, je vais parler de 2 cas d'études. Il y en a un qui montre que jouer aux jeux vidéo serait associé à de meilleures compétences cognitives chez les enfants, donc un QI un petit peu plus développé. C'est ce que constate une étude américaine qui a été menée sur plus de 2000 jeunes entre 9 et 10 ans. En gros, ils ont fait une étude comparative entre des jeunes, genre vraiment qui jouent beaucoup, tu vois, genre plus de 3 heures par jour, et des jeunes qui jouent pas. Et en gros, ils étaient face à des écrans, et c'était des trucs de rapidité et tout, avec des flèches, des machins, et des visages, et il fallait se rappeler un peu comme un mémo de quel visage t'avais déjà vu et tout. Et pour les jeunes qui jouent plus de 3 heures, il y avait des meilleurs résultats, forts en plus à ces tests de mémoire et de réflexe. Et ils avaient plein d'électrodes sur eux, ça montre que les cerveaux des joueurs qui jouaient le plus présentaient davantage d'activité dans les zones du cerveau associées à l'attention et à la mémoire. Et il suggère que les jeux vidéo pourraient être un meilleur usage de temps d'écran que regarder des vidéos sur YouTube. En gros, c'est-à-dire que quitte à choisir, si on n'est plus dans le délire un peu classiste de ce qui sert vraiment, c'est les livres ou faire de la course à pied, si on parle de trucs un peu divertissants, même tout le monde s'accorde par contre sur le fait que jouer à un jeu vidéo sera toujours mieux pour ton cerveau que être passif devant une vidéo. Okay. Voilà. So facts are facts. Et la deuxième étude qui a été menée par l'OMS, par l'Organisation mondiale de la santé, en 2018, elle reconnaît donc l'addiction des jeux vidéo comme une maladie mentale. Mais du coup, à ce moment-là, il y a d'autres chercheurs de l'université d'Oxford qui, eux, ont trouvé une corrélation entre ces jeux et le bien-être. Elle a été menée pendant le confinement, donc qui est peut-être un moment assez spécial. Donc moi, j'attends aussi d'autres études, mais je suis sûre qu'ils auront lieu plus tard. À ce moment-là, quand on était coupé de tout, il y a des enfants qui sont rentrés dans des dépressions hyper sévères et tout. Ils pouvaient pas jouer dehors. Et donc, tu as eu des jeux comme Animal Crossing sur Nintendo ou Plants and Zombies sur Electronic Arts, avec des graphiques, c'est vrai, hyper... J'en fais ça sous une baumeuse, hyper punchy, hyper coloré. Et qui conclut que jouer à ces jeux vidéo était meilleur pour leur santé mentale, ils se disaient plus heureux et parlaient de manière massive par rapport à ceux qui ne jouaient pas. Ok, donc prends ça dans les dents, Macron. Mais moi, je me demandais du coup d'où venait cette théorie selon laquelle les jeux vidéo incitent à la violence. Parce que vraiment, pour moi, c'est une théorie assez dépassée. On l'a vu avec les études qui prouvent le contraire. J'ai fait mes petites recherches et l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes pensent que les jeux vidéo causent la violence, c'est que on a l'impression qu'il y a une corrélation entre les deux. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, même si c'est faux. Et en fait, il y a des études qui ont prouvé que à court terme, il pouvait y avoir une augmentation des comportements agressifs. Les joueurs pouvaient ressentir une certaine excitation accrue et quelques pensées agressives juste après avoir joué, mais il n'y avait pas d'effet en fait à long terme. Il n'y a aucune étude à long terme qui a réussi à établir un lien de causalité entre le fait de jouer aux jeux vidéo et de s'adonner à la violence dans le monde réel à long terme, quoi. Par contre, ce qui a été prouvé, c'est qu'il y a d'autres facteurs comme par exemple une agressivité préexistante, l'environnement familial, la santé mentale, l'injustice, les discriminations. Ça joue un vrai rôle, en fait, un rôle important dans la détermination de comportements violents. Et il y a aussi une autre raison pour laquelle on croit à cette théorie farfelue, c'est ce qu'on appelle la preuve anecdotique. En fait, c'est parce qu'il y a eu plein de cas en fait hyper médiatisés où il y avait des auteurs d'actes violents et quand on a fouillé dans leur passé, en fait, on s'est rendu compte que ces auteurs d'actes violents, ils étaient connus pour jouer à des jeux vidéo. Et donc, on a direct fait le lien.
jeux vidéo égale violence. Et en fait, c'est juste des incidents isolés qui donnent l'impression qu'il y a une relation directe entre les jeux vidéo et la violence. Mais dans les faits, en fait, il y a des millions de personnes qui jouent aux jeux vidéo, à Animal Crossing, et qui n'ont pas de comportement violent. Moi, je jouais très fort quand j'étais petite. Ah ouais, t'es un Ouais, Rayman. C'est quoi? Rayman, c'était un petit bonhomme jaune qui, mais encore maintenant, qui jouait, qui allait dans des mondes. Il y avait aussi Crash Bandicoot, c'était un petit renard qui conduisait. Ah non, je connais. Je t'écoute juste attentivement. Ah oui, il y avait aussi Skull Monkey. Je suis une fan de jeux vidéo. Sims aussi. Ouais, j'avais vraiment mon cahier avec tout. Et donc, Kumbi, c'est-tu devenue violente à cause de non, mais moi je pense en fait qu'on cherche toujours un bouc émissaire en fait. Si ça n'avait pas été les jeux vidéo, ça aurait été le rap, ça aurait été les films. Donc moi je pense que non. Il y a des effets négatifs dans les jeux vidéo, comme par exemple l'hypersexualisation des femmes, du corps des femmes, le fait que les femmes dans les jeux vidéo sont représentées de manière hypersexuelle avec des gros seins, une très fine taille, ou même quand elles se battent en petites culottes, tout ça c'est vraiment un côté négatif des jeux vidéo. Mais je pense que la violence n'en est pas un. Bah ouais, en fait, les gens, j'ai l'impression qu'ils simplifient des questions qui sont beaucoup plus complexes que ça, et ils oublient tous les autres facteurs, comme je disais tout à l'heure, la santé mentale, juste le fait de vivre des injustices à longueur de journée. C'est peut-être ça aussi qui donne envie de tout cramer, quoi. Et dire que les jeux vidéo causent la violence, pour moi, c'est assez absurde. Surtout que, comme tu le disais, il y a plein de genres dans les jeux vidéo. Il y a des jeux de réflexion, il y a des simulations, il y a du sport, il y a des jeux de stratégie. Et ouais, ça favorise plein de trucs positifs, comme le fait de pouvoir résoudre des problèmes. Enfin, c'est hyper positif. Et c'est aussi, comme tu le disais, un moyen de s'évader. Et donc, c'est assez injuste de généraliser tous les jeux vidéo. D'ailleurs, il y a eu plein de réactions de gamers sur Internet. Ils étaient pas contents qu'on tape encore sur les jeux vidéo. Et surtout, ils trouvaient ça hyper hypocrite de la part de Macron, qui toute l'année apparemment a soutenu les jeux vidéo. Ils faisaient sa petite propagande en fait, en allant jouer avec des gamers, tout ça. Et maintenant, ils tapent sur les jeux vidéo. Et en fait, il y a quelqu'un qui dit soutenir le championnat du monde de Counter-Strike à Paris il y a 15 jours, soutenir le Z-Event tous les ans, soutenir les streamers et la Trackmania Cup à Bercy l'an dernier, et sortir ce genre de conneries digne des années 90. Il est descendu bien bas, Macron, il n'y a pas à dire. Et on est bien d'accord. Moi, ça m'étonne pas. Ah ouais? Moi, ça m'étonne parce que là, ça m'étonne pas. Débile, quoi. Tu sais, moi, j'imagine le moment que son conseiller com, on lui dit Emmanuel, tu vas prendre ça, comme élément de langage. Et que genre, vraiment, il n'y a pas personne de pas assez fatigué dans la salle pour dire là, c'est juste qu'ils mais beaucoup de parents le croient aussi. Comme ils pensent que le fait d'écouter du rap va nous rendre sexy. Après, je pense vraiment que Macron ne croit pas ça. C'est juste je pense qu'il ne croit pas, mais il serait bien que ça allait résonner dans les oreilles. Ah oui, tu vois, bien sûr, oui, ça allait résonner chez les parents. Ils vont dire, bien sûr, les réseaux sociaux, ils vont trouver un bouc émissaire. Il y aura toujours tout de coupable, sauf le racisme systémique, en fait. Et en fait, c'est un argument qui est vieux comme le monde. Parce que, notamment aux États-Unis, depuis la tragédie qui a eu lieu à Columbine en 99, où en fait il y avait eu 2 étudiants qui avaient ouvert le feu dans leur lycée et qui avaient fait 13 victimes. Les jeux vidéo, c'est un peu, comme tu dis, le bouc émissaire, et ils sont tout le temps tenus responsables à chaque fois qu'il y a des fusillades aux États-Unis. Et c'est même un argument qui a été évoqué par Donald Trump il n'y a pas si longtemps que ça, en 2019, après la fusillade d'El Paso. Et tu parlais du rap tout à l'heure, mais je me rappelle aussi qu'on disait la même chose du rock il y a quelques années déjà. Et Columbine aussi, il disait c'est Marilyn Manson. C'est vrai. Ouais. En fait, le rock, vu que ça a une esthétique rebelle, c'est des sons qui peuvent être assez agressifs. Il y a des paroles aussi qui abordent des sujets sombres, controversés. Ça défie un petit peu les normes sociétales. Et en fait, il y a eu beaucoup de critiques à l'époque, et encore maintenant, mais beaucoup à l'époque, vers les années 80, qui ont associé la musique rock en fait avec la rébellion, la sexualité, la non-conformité. Et en fait, les gens de l'époque, ils trouvaient que ça avait un impact négatif sur les jeunes. Et il y avait eu beaucoup d'inquiétudes, surtout comme je disais dans les années 80, avec notamment, je ne sais pas si vous connaissez, l'émergence de la panique satanique, c'est ce qu'on appelle, on appelle ça comme ça. En fait, c'était une panique globale, morale, où en fait on associait pas mal de genres musicaux, dont le rock, au satanisme, aux pratiques un peu occultes. On disait le rock en fait c'est la musique de Satan. On diabolisait en fait cette musique, et on disait qu'elle était responsable des violences dans la société. Et en fait
évidemment, il y a eu plein d'études qui ont démenti un lien de cause à effet direct. Et en fait, ça s'est un petit peu essoufflé, cette rhétorique-là. Donc, on espère que ça va s'essouffler aussi à propos des jeux vidéo. Comme ça, Macron n'aura plus aucun argument et il sera obligé de dire oui, la France est raciste. Mais quand tu parles de satanisme, je sais pas si vous avez vu, il y a une vidéo qui tourne très fort sur TikTok où ils parlent de la mort du jeune Naël et ils disent que c'est un sacrifice justement satanique en fait. Et ouais, c'est une théorie du complot qui revient à chaque fois. Et en fait, le rappeur Nino a sorti un clip il y a 3 semaines. Ouais, 3 semaines. Le clip commence sur un enterrement d'un jeune tué par la police et la voiture est jaune en fait. Ah oui. La voiture est jaune et donc tout le monde commence à dire tout d'un coup l'enfant court et se transforme en loup. Le loup c'est le diable. Donc en fait ils disent que la mort de Naël était préméditée et que c'était un sacrifice satanique pour réussir parce qu'on sait que certains pensent que les gens sacrifient des enfants et tout ça au diable pour réussir et pour juste lui donner du sang. Et je pense que la théorie du complot et le satanisme seront toujours un peu présents dans notre société. Franchement, il n'y a pas besoin d'avoir de théorie satanique pour voir que on tue les jeunes racisés dans la rue, en toute impunité, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas trop de prédiction. Il n'y a pas besoin de ça, en fait. Pour moi, c'est même pas une prédiction, c'est juste la réalité. Et juste un jeune qui est tué par les policiers, ça arrive bien trop souvent, quoi. D'ailleurs, je suis un photojournaliste qui s'appelle Ricardo Parreira sur Twitter et il est spécialisé sur l'extrême droite. Et en fait, il répertorie tous les mouvements et tous les signes nazis, néo-nazis, suprémacistes blancs. Et ces derniers temps, il nous poste beaucoup de photos de policiers en manif et en service avec des écussons ou des tatouages néo-nazis. Et il n'y a pas que la croix gammée, il y en a plein. D'ailleurs, il y a l'index extrême. Et donc, c'est hyper intéressant. C'est un site qui répertorie tous les signes et tous les tatouages des racistes blancs, en fait. Comme par exemple, moi, je savais pas, il y a le 88, il y a le 14, il y a plein de trucs comme ça. Voilà. Je voulais juste dire qu'en fait, au début du mois de juin, en fait, il y avait une jeune femme qui était à bord d'une voiture dans laquelle un chauffeur a refusé, en fait, de se soumettre à un contrôle de police à Grenoble. Et en fait, la passagère a été tuée. Elle avait 18 ans. Et donc, ça s'est passé à Grenoble. Et je voulais aussi dire que le jeune qui a été tué il y a 15 jours, il s'appelle Aloussen Camara. Il a été tué à Angoulême. Et du coup, c'est un jeune Guinéen, qui allait travailler et qui est mort, qui n'est jamais rentré. Et comme il n'y a pas de vidéo, on a pris la version policière. Et même qu'on a une vidéo, ça ne change rien. Parce que je ne sais pas si vous avez vu que l'IGPN essaie de... qu'ils avaient dit les bras derrière la tête. Ouais, il n'avait pas dit shoot-le et ni je vais te mettre une balle dans la tête, mais plus coupe le moteur et les mains derrière la tête. Donc tout le monde essaye sur TikTok et Twitter de décortiquer ce qu'ils disent. Et moi j'ai dit, même s'il avait chanté une chanson à Naël, le but, c'est en fait la finalité, c'est que Naël est mort en fait. Oui, puis au-delà, on parlait du fait qu'ils n'étaient pas assez bien formés, mais au-delà de ça, juste ils sont racistes en fait. Et du coup, bien formés ou pas, s'ils veulent, avec l'impunité qu'ils ont, s'ils veulent tuer des Arabes et des Noirs, ils le feront. Qu'ils aient 1 an, 10 ans de formation ou pas. C'est vrai. Voilà. En tout cas, on parlait des jeux vidéo tout à l'heure et on disait qu'effectivement, il n'y avait pas de lien de cause à effet entre les jeux vidéo et le fait qu'il y ait de la violence dans les rues. Certes, mais c'est pas non plus tout rose. Tu parlais tout à l'heure de l'hypersexualisation et moi j'ai un petit peu fouillé et je me suis rendu compte que les équipes en fait de développement de jeux vidéo, elles étaient principalement composées de mecs blancs, cis, hétéros, comme d'habitude. Et en fait, ce manque de diversité dans les équipes de développement, ça se traduit dans les jeux vidéo. Et les thèmes, les personnages, c'est toujours un petit peu les mêmes. Ils sont assez caricaturaux. Oui. Et il y a un manque vraiment de diversité en fait dans les jeux vidéo. Il n'y a pas de représentation et donc ce qui serait cool, c'est de montrer des personnages, des histoires qui permettraient à des personnes d'horizons divers et variés de se voir représentées. On voudrait un peu plus de diversité, d'inclusion aussi dans les équipes de développement et que les jeux vidéo soient plus accessibles. Oui, parce que souvent on a l'idée du mec, de la personne qui aime les jeux vidéo, que ce soit un homme déjà, alors que les études ont montré que c'est presque paritaire parce qu'il y a 47% de femmes qui jouent et 53% d'hommes. Et du coup, les femmes en ont marre justement d'être pas représentées dans les jeux vidéo parce que c'est toujours un esthétique très manga.
la fille un peu nunuche qui danse pour aller se sauver, qui est en culotte, tout ça. Et du coup, j'ai une étude, Women in Games, ils ont fait, en 2022, ils ont fait une campagne qui s'appelle Gender Swap. En fait, ils ont mis les personnages masculins dans le rôle cliché des personnages féminins. Okay. Genre Batman qui dansait, qui pour aller sauver des gens, tout ça, juste pour montrer en fait que c'était hyper cliché. Les gens, à ce moment. Ouais, que c'était cliché en fait de voir les femmes qui se battent en culotte alors qu'elles doivent juste sauver leur vie, ou alors les seins qui rebondissent quand tu marches, tout ça, c'est juste un cliché. En tout cas, si c'est un endroit que vous trouvez trop masculin, trop chiant et tout, il y a plusieurs ressources qu'on voulait vous donner si, chères belles personnes qui nous écoutez, vous aimez jouer aux jeux vidéo. Il y a la première association pour gamers LGBT+, francophones et autres geeks, Next Gamer, G-A-Y-M-E-R, le collectif Afro-Gameuse, ou encore l'association Women in Games. Oui, voilà. Et c'est elles qui ont fait le Gender Swap. Ah! Super. Et moi, je voulais juste, en mots assez longs de la fin, comme on parle de violence depuis tout à l'heure, je voulais juste dire que pour moi, la violence, entre guillemets, qu'on voit dans les rues, c'est pas vraiment de la violence, c'est une réponse, en tout cas, légitime à la violence d'État. En fait, il y a l'idée selon laquelle la seule réponse qui serait légitime, valable, louable, ce serait des trucs pacifiques, alors qu'en face, t'as la violence d'État qui t'écrase tout le temps. Et c'est difficile de dialoguer, justement, avec cette violence qui ne veut pas dialoguer. Et du coup, pour moi, les gens réagissent comme ils peuvent. Comme ils veulent, surtout. Je pense qu'on ne doit pas dire comment quelqu'un doit réagir à une injustice. Complètement. Et puis, c'est légitime, en fait, d'être en colère. Ouais. Enfin, on en parlait, tu sais, à l'épisode où il y avait MC pour le climat. Et les révoltes qu'on voit dans la rue, c'est pas des vraies violences, c'est une réponse à la violence, c'est un ras-le-bol, c'est un trop-plein, c'est de l'autodéfense. Il y a un évêque brésilien qui s'appelle Elder Camara qui disait qu'il y a 3 sortes de violences. En fait, t'as la première qui est mère de toutes les autres violences, c'est la violence institutionnelle, la violence d'État, celle qui légalise et perpétue les dominations, les oppressions, les exploitations, celle qui écrase et lamine les millions d'hommes dans ses rouages silencieux et bien huilés. Je suis en train de le citer, hein, c'est pas mes mots. Et ensuite, tu as la seconde violence qui est la violence révolutionnaire qui naît de la volonté d'abolir la première, et la troisième qui est la violence répressive et donc qui a pour objet d'étouffer la seconde en se faisant l'auxiliaire et la complice de la première violence, celle qui engendre toutes les autres. Et il n'y a pas pire hypocrisie que de n'appeler violence que la seconde en feignant d'oublier la première qui l'a fait naître et la troisième qui la tue. Et je trouve que c'est hyper bien résumé. Ouais. Et j'ai vu un post pas mal du podcast qui s'appelle On est là le podcast. Et en fait, il y a un post qui décrit ça très bien, je vais vous le lire. Il dit c'est le peuple qui déborde parce que traumatisé par la police depuis des générations, c'est les jeunes qui n'ont pas beaucoup à perdre et qui, même s'ils ne font rien, sont déjà considérés comme des délinquants. C'est l'espoir de tout casser pour tout reconstruire. Il y a des gens en France qui ont pris position lors du meurtre de George Floyd, qui comprenaient la colère des Afro-Américains, mais qui refusent de comprendre la colère des jeunes qui ont vu un autre jeune homme de 17 ans mourir sous leurs yeux. Et je termine en vous conseillant d'aller lire Comment la non-violence protège l'État de Peter Gelderloos et Se défendre, une philosophie de la violence d'Elsa Dorlin, pour comprendre un petit peu toutes les mécaniques de la violence. L'amour, le love. J'ai auto-orgasmé. Ok, d'accord. Alors, on a parlé de haine et maintenant on parle d'amour. Et j'aimerais crier le mien pour le couple Cindy et Edgar. Vous savez qui c'est ? Non. Oui. Ok, très bien. Mais vraiment, mais en fait, c'est le couple le plus sexy de la télé-réalité depuis Amélie et Sénat. Tu te souviens ? Je me rappelle Sénat, grave, mais moi je trouvais pas sexy. Mais ouais, non, pas trop. Non, mais c'est une blague, mais eux sont vraiment sexy. Peut-être Nabila et Thomas, à la limite, je peux voir le potentiel hot. Mais du coup, Cindy et Edgar sont, spoiler, les grands gagnants de Love Island France. Et moi, du coup, de base, j'aime pas trop les concepts américains qui sont francisés parce que j'ai l'impression que c'est nul. Donc, j'ai regardé à cause de la hype TikTok et Twitter et j'étais pas déçue. Okay. Et je me suis demandé depuis pourquoi on cherche l'amour sur à la télé.
Ah non, mais désolé, faut arrêter. Il y a 45 épisodes en retard là. Je suis obligée de te spoiler. Aucune compassion, aucune empathie de la part de Kumbis. Mais comme je spoil, je raconte un peu le concept. Du coup, c'est trouver l'amour, Love Island. Du coup, c'est un peu dans le titre. Et il y a des Islanders et des Islandeuses qui se mettent ensemble le premier jour sans se connaître. Et leur but, en fait, c'est de rester jusqu'à la fin ensemble pour gagner 20 000 €. C'est un peu pour moi, je trouve. Normalement, c'est 100 000 €, 20 000 €. Dormir ensemble, s'aimer et tout. Ils dorment ensemble le premier soir, dans le même lit. Alors qu'ils sont choisis au hasard? Ouais, non, en fait, c'est trop chouette. Ils arrivent, et après, vas-y, moi, je rentre dans la pièce. Tout le monde me regarde, je dis bonjour, je m'appelle Kumbis, j'ai un enfant, je viens de Bordeaux, j'aime les lacs et les silures. Et du coup, moi, les silures, c'est une sorte de poisson, parce que mon mec fait de la pêche et il me fait chier avec ses silures, donc voilà. Une sorte de poisson. Et mon style de mec, c'est les mecs un peu musclés, tout ça. Et après, vous allez dire qui aime bien Kumbis, faites un peu en avant. Donc, quelqu'un fait un peu en avant. Et après, dans ça, moi je choisis soit toi, soit il y avait soit la tentation. C'est ça. Et après je choisis et je dors avec toi. Et le but c'est qu'on reparte ensemble à la fin. Mais il y a plein de tentations qui vont arriver et surtout des mecs et des femmes qui vont arriver pour casser notre couple. Ouais. Et là, Edgar et Cindy ont réussi. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est un des seuls couples mixtes avec une femme noire foncée. En France. De base, moi, je suis pas trop fan des couples mixtes, surtout parce que c'est très cringe en mode mon mec blanc apprend à faire des bananes plantains, mon mec blanc lave mes cheveux crépus, tout ça. Mais eux, ils étaient vraiment mignons. Il y avait des trucs cringe comme quand elle lui apprenait le créole. Les gens ont un peu décrié ça, mais je trouve que c'est un peu la base des couples mixtes. Ils doivent un peu comprendre si ma mère l'insulte, qu'ils comprennent un peu la d'Aster, tu vois, des trucs comme ça. C'est un peu normal d'apprendre la langue de l'autre, je pense. Et ça vous paraît un peu tiré par les cheveux. L'amour a toujours été l'un des moteurs de la télé-réalité, avec les disputes et le manque de culture. Est-ce que vous vous souvenez quand Kim Glow a demandé s'il y avait 2 lunes? Oui, je me souviens très bien. J'adore cette séquence. Moi, celle que je trouve la plus drôle, c'est celle avec Cindy de Secret Story en ASMR. Faut aller voir. C'est un truc où elle s'énerve parce que quelqu'un a pris sa crème de jour. Et il y a une version qui existe où il y a quelqu'un en ASMR et du coup elle arrive là en mode genre putain, Nick Evoraz qui a pris ma crème de jour. Et elle accuse un de ses potes, son pote il est en mode genre moi ma soeur, je suis pas vieille comme toi, j'ai pas besoin de crème de jour. Et vous vous souvenez d'une meuf de Secret Story quand la voix lui dit de prendre le pied du micro, elle prend son pied. Ah oui. Elle dit non, le pied. Elle dit ah ok, elle prend son autre pied. Waouh. J'adore ce genre de séquence. Moi j'adore L'amour est dans le pré. Voilà. Wow. J'ai eu du mal à le sortir. Je voulais vous dire que j'aimais bien aussi les ressorts d'amour. Et là, je suis en train d'essayer de regarder sur Internet à quoi ressemblent Cindy et Edgar. Ils sont trop mignons. Et Edgar, en fait, il fait penser un peu à mon mec. Je pense que c'est pour ça que, genre, tu vois, je fangirlise, mais il est vraiment très gentil. Il a 21 ans, c'est vraiment un mec qui sort de l'œuf, genre, tu vois. Et il est tellement, genre, amoureux d'elle qu'il a des réactions disproportionnées. Il pleure tout le temps, c'est trop rigolo. Donc, j'en reviens à mon sujet qui n'est pas Edgar et Cindy, mais bien l'amour dans la télé-réalité. Et ça a commencé quand? C'est quoi votre première télé-réalité d'amour que vous avez vue? Donc, ma première télé-réalité, c'est la première en France, c'était... non, mais d'amour, juste d'amour. Ah, d'amour. Moi, c'est celui avec la rose, là. Bachelor, le Bachelor, ou Greg le millionnaire. Ah ouais, c'était plus ça, là. Je me rappelle le Bachelor. Millionnaire, les trucs, c'est vraiment à l'ancienne, quoi. Mais moi, c'était Next. Vous vous souvenez de Next? J'adorais. Pour ceux qui connaissent pas, c'était sur MTV. Et en fait, le concept, c'était un groupe de filles ou d'hommes arrivaient en bus et elles devaient passer le plus de temps possible avec un mec qui les attendait en dehors du bus et ils devaient pas leur dire Next. Donc, c'est vraiment dur parce que parfois, tu sortais ta tête et ils disaient Next et tu devais rentrer dans le bus et dire aux gens, du coup, t'étais moche, en fait. Soit c'était les gens moches qui étaient nextés directement. Et parfois, ils étaient en date et la personne faisait un truc et elle disait next et la personne devait se lever. C'était hyper violent. C'était hyper violent. Et hyper body shaming à fond. Ouais, du coup, c'est la première télé-réalité, mais c'est pas la première. En France, la première télé-réalité d'amour, c'était Tourner Manège. Vous vous souvenez? En 95, en 85. Des images de foot, cette période. Mais oui, il y a des archives Lina, mais qui sont à voir. Mais oui, il y avait un jeu, le jeu des célibataires. Et du coup, ça c'était des inconnus qui se parlaient, posaient des questions. Et à la fin, il y avait un couple gagnant qui revenait la semaine prochaine et qui tentait de gagner un voyage. Donc, le premier truc d'amour. Après, il y a eu quoi? Il y a eu l'île de la Tentation, qui était un peu haute. Ouais. Moi, quand j'étais petite, c'était un peu porno. C'était un peu violent aussi, parce que genre, on te montrait ton mec ou ta meuf sur un petit écran en mode alors, comment vous vous sentez? C'est mal. Ça, tu voyais ton mec en train de dire oui, j'ai jamais vu une fille aussi belle que toi, et tout le monde était là autour du feu. Attends ta réaction. Qu'est-ce que t'en dis, Mao?
mot. Meuf, ça te fait quoi? Alors, comment tu te sens? Mal, ça me parle, je vais le quitter celui-là. Et après, il revenait, pleurait. C'est l'époque où la monogamie, la fidélité, c'était encore mais c'était une dinguerie. hyper central, quoi. Et après, il y a eu Le Bachelor, L'amour est aveugle, La Belle et ses princes, La Belle et ses princes, grave. Voilà. Et Slate nous dit mais L'amour est dans le pré, c'est que moi ou c'est mon côté campagnard? Moi, je regarde pas. J'avoue, je regarde pas. Je pense parce que moi, j'aime bien les trucs très, très clichés, tu vois. Tu fais quoi, là? Tu veux quoi, tu vois? Eux, c'est plus en mode, viens avec moi, traire mes vaches, tu vois. C'est cliché, hein, Jean-Paul, 35 ans, n'a jamais fait l'amour. Il est sur l'émission pour peut-être rencontrer celle qui lui prendra son cœur. Et avec Karine Le Marchand, un quart d'heure, genre... autre chose. Alors, ça fait quoi de jamais avoir été touché par une femme? Ils sont là sur leur mode de avec mes vaches et mes fermes, là, c'est un peu difficile. Madame, j'ai traumatisé en 2005 par une femme, on s'est embrassé au bal. Est-ce que tu suis les couples après de L'amour dans le pré sur Instagram? Est-ce qu'ils ont Instagram? Un couple que j'avais suivi parce qu'il y en avait un qui était terrible avec un mec qui était hyper populaire, qui avait genre 55 ans. Je sais pas pourquoi il avait gagné une popularité en mode le français typique, sympa, bonne gouaille et tout. Ouais. Et en fait, il avait fait plusieurs trucs chez Hanouna et en fait, c'était un putain de camé qui prenait de la coke tout le temps. Et en fait, enfin bref, c'était un fou. Mais tu sais que moi, c'est mon fantasme de terminer avec un fermier. Genre, toi, moi, en fait, j'ai envie d'avoir un ranch, en fait, un ranch. Donc voilà. Et tu sais ce qu'il te reste à faire, comme dit, postule. Moi, si c'était L'amour dans le pré, mais dans un pays que personne ne connaît, genre l'Australie. Tu vois, mais là, je vais voir mes collègues et tout après en sortant. Non, merci, quoi, tu vois. Voilà. Et voilà. Et juste pour terminer, du coup, Slate nous dit que la télé-réalité française nous donne une terrible conception de l'amour entre malaise et sexisme, bien sûr. Toutes les femmes, souvent, sont très minces, très idéales. La seule qui sortait un peu de haut, c'est Sarah Frézou. Ouais. Et ça s'est révélé être une bully de ouf, donc on ne l'aime pas ici. Mais il y a des couples qui durent. Dites-moi un couple qui a duré. Nabila et Thomas. Et Thomas, même s'ils sont poignardés, ouais, ils ont duré. Il y a aussi Thibaut et Jessica, et Xavier et Tatiana. Vous savez, le premier couple. Télé-réalité, vraiment, j'ai décroché un grand métis. C'est le premier. Voilà, mais c'est le mot de la fin. D'accord. On se souvient plus, mais moi, je me souviens de vous et je vous aime. Bisous. Aïe, oula, le feu ça brûle. Ça me fascine. Au bûcher. Ok. Ding dong, c'est la sorcière. N'importe quoi. C'est l'heure de la rôtisserie. Il est temps de passer au grill si vous avez été vilain ou vilaine. J'irai brûler en enfer avec vous aussi, vu toutes les flammes que je vais cracher dans cette chronique. Et mes flammes, aujourd'hui, vont être crachées sur les groupes Telegram d'extrême droite dont on parle peu. On va souvent essayer de parler, tu vois, en ce moment, il y a Macron et tous les gens qui sont en mode genre les jeunes, ils prennent en vidéo les émeutes, du coup, ils savent où ils doivent être et franchement, ça aide à la violence et tout. Mais quid des conversations des mecs d'extrême droite qui nous épinglent à part un, vraiment avec des commandes, en te disant, trouve cette personne, frappe-la, filme. Comme Mathieu Mollard. En donnant les... Et voilà, et parce que c'était à lui que je pensais, mais en fait à plein d'autres gens. Donc Mathieu Mollard, pour ceux qui ne connaissent pas ce super journaliste, c'est aussi le rédacteur en chef de Street Press, et il a reçu à son encontre des menaces de la part de personnes d'extrême droite via des canaux Telegram que j'ai lus, où c'est terrible, où ils disent des infos sur comment est-ce qu'il se déplace dans la ville pour le retrouver, quand ils pourront avoir son adresse, elle y sera. Et tu vois, Oshi, c'est ce qui lui était arrivé aussi, la chanteuse qui avait embrassé une autre femme sur scène sur France 2 aux Victoires de la musique en 2020. Et aussi. Rokhaya Diallo, et je trouve ça hyper terrifiant parce que vous savez quoi, ça pourrait arriver à n'importe laquelle de nous trois et que moi je sais me battre, donc franchement je vous le dis, je vous attends. Moi je sais pas si je peux dire ça, excusez-moi. Mais bref, je voulais dire mon soutien à Mathieu Mollard et qu'on commence à s'arrêter sur le fait que le terrorisme d'extrême droite c'est pas pris au sérieux par la police, il y a beaucoup d'impunité. Par contre, c'est pris très au sérieux par les services de renseignement. Je crois que je l'avais déjà dit dans un épisode précédent, mais maintenant c'est devenu la deuxième source d'enquête après le terrorisme islamique, parce que ils passent vraiment à l'acte, ils sont vraiment en train de s'organiser en réseau, dû à l'impunité, on y est toujours. Genre quand il y a une milice à Lyon de 80 ou 100 mecs qui se trimballent dans la street en disant qu'ils sont là pour tuer des Arabes ou des Noirs, il n'y a pas de police qui les encadre, ils sont jamais au même endroit au même moment. Coïncidence, je ne crois pas. Il y a eu quoi là? Il y a eu une voiture, alors là pour le coup qui a été arrêtée avec 2 types qui avaient 3 fusils et une centaine de munitions pour tuer du noir et de l'arabe, chose qu'ils ont dit à la police en toute détente. Il faut se sentir dans un pays où tu dis ça en toute détente. Bien sûr. Mais oui, de toute façon, vous vous souvenez du policier qui est venu en live et qui a dit, non, c'est un syndicat de police, je pense, il a dit que le mot bonus c'était acceptable. Vous vous souvenez plus? Si, mais de toute façon, est-ce que c'est étonnant? Non, mais les tweets des syndicats de police, moi j'ai l'impression que c'est le mec bourré à côté du mec bourré au PMU. Mort qu'un policier mort. Oui. Non, mais je te dis les tweets, enfin vraiment, moi j'ai l'impression que c'est des mecs en fin de festival qui savent pas ce qu'ils disent. Le premier tweet
de Alliance, c'est un truc pour hurler sur les parents de racaille. J'étais vraiment en mode genre. Mais dans les premières heures. Hein. Ils ont dit bravo aux policiers de la façon de travailler. Anyway, voilà, je trouve que ces menaces sont à prendre très au sérieux et qu'il faut les shamer. Et je sais que un des bras armés aussi de ces personnes-là qui passent à l'acte, ce sont les haters qu'on peut connaître sur nos réseaux personnels et qu'il y a toujours ce truc où, tu sais, la haine rassemble plus que la gentillesse. Et il y a un peu un truc où on n'a pas le réflexe de les signaler. Nos abonnés, même s'ils nous suivent, ils n'ont pas le réflexe de répondre à ces gens méchants dans les commentaires. Ce qui fait que du coup, ils paraissent comme un raz-de-marée. Et je sais qu'il nous reste peu de force, mais continuons quand même à contrer ce raz-de-marée. Voilà, pas de vanne pour cette dernière avant l'été. Mais voilà. C'est quoi ta reco ? Whatever. Franchement, c'est vraiment hyper niche. Je l'ai vu sur Twitter. J'ai pas envie d'être méchante. Mais j'adore. C'est l'heure de la reco intello. Pour vous, j'ai épluché les programmations des musées, j'ai chiné les dernières sorties de bouquins et j'ai même passé en revue la liste des événements sur Facebook, c'est pour dire. Tout ça pour vous pondre une reco culturelle que même votre pote le plus artsy ne connaît pas. Un petit peu de légèreté, un petit peu de bonheur. Je vais vous parler de l'expo Lien avec un S. C'est une expo sur les LGBTQIA+, en Martinique. Et c'est une expo de mon amie Adeline Rapon, qui est photographe, et qui aura lieu au centre commercial Le Rond-Point des Arts, à Fort-de-France, jusqu'au 7 juillet. Alors je sais, c'est loin si vous êtes en métropole, et ça finit bientôt. Mais c'est l'occasion d'aller checker le travail d'Adeline Rapon sur son site et aussi sur son compte Insta. Voilà, elle y poste quotidiennement les coulisses de toute sa vie, mais aussi les coulisses du coup de l'expo Lien, les anecdotes liées à toutes les rencontres qu'elle a pu faire avec les modèles qu'elle a pris en photo pour l'occasion, et puis aussi des photos en exclusivité. Et vous pouvez aussi aller checker les vidéos qui sont liées à l'exposition et qui ont été faites par Julie Rio et qui sont disponibles gratuitement. Alors je vais vous en parler un petit peu plus. En gros, cette exposition, comme je le disais, met en avant les communautés LGBTQIA+ de Martinique et elle est composée de photos de couples queer qui ont été prises en Martinique à l'occasion de la résidence d'Adeline Rapon en février et mars 2023. Et avec ces photos-là, il y a plein de textes hyper touchants qui retracent leur histoire et il y a des vidéos aussi en musique. Donc c'est super touchant, c'est super intime. Ça nous plonge un petit peu dans le quotidien, l'intimité des personnes LGBTQIA+ martiniquaises. Parce que moi, je viens aussi des Antilles, je viens de Guadeloupe et de Martinique. Et c'est vrai que les communautés queer, elles sont hyper mises dans l'ombre. Là-bas, c'est comme si elles n'existaient pas. C'est un gros déni. Un déni total de leur existence, alors qu'elles existent depuis toujours. Elles ont toujours été là. Et donc, le but d'Adeline Rapon, c'était de montrer que cette communauté existe, qu'elle a toujours été là, qu'elle est bel et bien vivante, heureuse, etc. Et je vous ai juste pioché un petit extrait d'un texte qui est lié à une série de photos d'un couple en particulier. Donc ce couple, c'est Kimberly et Livia. Et donc Adeline écrit: aller à la plage est une chose bien banale. Y aller accompagné aussi. C'est ce moment d'une normalité totale qui s'est transformé en violent cauchemar pour Kimberly. Prise en photo à son insu avec son amoureuse de l'époque, l'image a provoqué un déferlement de violence virtuelle et physique. Cet endroit où la mer incite à la douceur et à observer le visage baigné de lumière de celui ou de celle qui nous aime est devenu celui qui rappelle qu'elle n'est plus en sécurité. Mais il est possible de rompre les sorts et c'est avec Livia qu'elle décide d'y revenir, se faire prendre en photo, triomphante et pleine d'amour, surtout cette fois-ci avec leur consentement et avec fierté. Donc on voit en fait comme ce couple a voulu renverser un petit peu le stigmate, le fait d'avoir été harcelés sur la plage parce qu'on les a pris en photo parce qu'elles étaient un couple de lesbiennes. Et là cette fois-ci c'est Adeline avec son regard un regard consenti, un regard bienveillant, un regard tendre qui les a prises en photo. Et donc, il y aura leurs photos dans l'exposition. Il y a aussi leurs photos sur le compte d'Adeline Rapon sur Instagram. Et vous pouvez retrouver cette histoire et toutes les autres histoires de tous les autres couples sur le compte d'Adeline Rapon. Vous pouvez aussi voir les vidéos. En fait, Julie Rio a accompagné Adeline pendant toute sa résidence et a filmé toutes les rencontres. Donc, il y a un peu toutes les coulisses, toutes les confessions, tous les moments un petit peu intimes. Et donc, ces vidéos sont
sont disponibles gratuitement et à retrouver également sur le compte Instagram de Julie Rio. Donc voilà, j'avais envie d'un truc un petit peu léger, positif, intime, précieux, un petit baume au cœur, un petit moment de douceur parce qu'on en a besoin. Donc allez checker le travail de Julie Rio et d'Adeline Rapon. Et puis j'espère que vous allez bien prendre soin de vous dans ces moments hyper difficiles. Et voilà. C'est tout. Merci Audrey. Et j'avoue, je confirme. Tu connais Adeline Rapon ? Oui. Franchement, c'est vrai que c'est d'une beauté, d'une douceur. Si vous ne pouvez pas vous payer un billet pour la Martinique, mais si vous le pouvez, prenez un billet illico presto pour Fort-de-France. Vous pouvez en tout cas aller voir toute la douceur qui s'en dégage sur Instagram. Merci Kumbis pour tout. Moi, je vous dis, chers auditrices, à bientôt. C'est tout pour moi pour cette fin de saison. Bonnes vacances. Merci beaucoup. Kumbis et Audrey, j'étais ravie de vous rencontrer. Lâche ton téléphone en fait, Kumbis, c'est le moment émotion. Oui, on me stresse pour le travail. C'est parce qu'elle fait la mode à Combini. Ouais, excusez-moi. Et non parce qu'elle est belge malgré que c'était. Ouais, parce que je suis belge en fait. L'excuse pour tout, tu sais. Vous êtes des personnes fantastiques et j'ai appris plein de choses à vos côtés. Plein de trucs dont j'avais pas conscience, donc je vous aime beaucoup. Et chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés, de nous avoir fait confiance. Si vous connaissez des belles personnes ou si vous allez vous-même au Festival d'Avignon, je serai au Théâtre des Béliers les 8, 10, 12, 14 et 18 à 22h30. Mon spectacle Drama Queen qui était à guichet fermé, ça y est, on peut le dire, ça a été complet toute l'année, reprend à la rentrée le 30 septembre à la Nouvelle Scène, les samedis à 21h. Et vous pourrez, c'est vrai, me retrouver sur France Inter dans l'émission de Charline Vanhoenacker qui reprend les dimanches à 18h. Et on se verra aussi sur Teva. Bref, gros cœur sur vous. Non, mais tu travailles plus que Macron là en fait. Désolée, mais t'as 4 CDI ou Exactement. C'est pour ça que je calmerai un peu le jeu l'année prochaine. Franchement, on est fiers de toi. Et moi, franchement, je vous connaissais pas avant cette émission et j'ai découvert des personnes magnifiques. Toi, je te connaissais, mais on a été un peu perdu de vue. Et je pense qu'on est très différentes, mais on se match tellement bien qu'on dirait la pâte du gâteau. Vous voyez ? Ah, une pâte à cookies ? Ouais, dans tous les trucs là et qu'en ça fait un truc délicieux. Et je vous souhaite beaucoup de réussite, mais nous on reste là encore jusqu'à fin juillet. Donc c'est parce que Maro est parti qu'il devait arrêter d'écouter parce que nous aussi on va avoir un peu d'auditeurs. Voilà. Le podcast continue évidemment. Le podcast continue. Encore au moins 4 épisodes si je me trompe pas. C'est ça, jusqu'à fin juillet. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant, prenez bien soin de vous, tout le monde. Et gros bisous à Mao, bonnes vacances, repose-toi un petit peu quand même. Bisous. Les Mains dans la Pop est une émission de Nouvelles Écoutes, animée par Mao Drama, Audrey Coupé de Kermadec et Kumbis Oploï. Produite par Julien Neuville. Montage, mixage et enregistrement par Livio Boulanger au studio Artistique Palace. Directrice générale adjointe, Nora Issem. Directrice artistique, Aurore Mailleux. Directrice des productions, Marion Gourdon. Directrice commerciale, Emmanuel Fortunato. Chargée de production, Cassandra de Carvalho.